Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live Grand Oral Bac 2025. Je me présente, Éric Rousseau, professeur d'histoire-géographie, enseignant en histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, une des nouvelles spécialités effectivement du bac. Et je suis accompagné aujourd'hui de Magali Ferret. Bonsoir à tous, je suis enseignante de lettres, j'enseigne aussi en spécialité HLP. Je suis aussi professeur relais en art contemporain à la DAC et du coup on va vous parler pendant à peu près une vingtaine à une trentaine de minutes pour un peu dédramatiser cette épreuve d'oral. Oui, une épreuve qui peut au départ paraître impressionnante mais qui est largement à la portée de tous. Dans ce live, on va voir ensemble comment la préparer, on va vous rappeler un tout petit peu le cadre réglementaire, les attendus, comment bien s'entraîner, comment être à l'aise le jour J pour être dans les meilleures dispositions possibles. Alors, dans un premier temps, on va juste rappeler les dates du Grand Oral cette année. L'épreuve débutera le lundi 23 juin, elle se clôturera le mercredi 2 juillet. C'est une épreuve importante, elle est quand même notée coefficient 10 sur le bac général, coefficient 14 sur les séries technologiques. Sur les séries effectivement technologiques. Elle se décompose effectivement en un temps de préparation d'une vingtaine de minutes dans lequel vous êtes dans une loge et vous allez préparer, on y reviendra, et d'une autre période de 20 minutes durant laquelle effectivement vous allez présenter votre question et après vous serez en entretien avec le jury. Alors pendant que vous nous écoutez, n'hésitez pas aussi à aller dans le chat, commencer à préparer vos questions, les choses qui vous impressionnent un peu, les questions que vous vous posez sur cette épreuve, certes redoutée des candidats, mais que vous pouvez non seulement réussir avec brio, mais prendre plaisir aussi. Alors, cette épreuve, elle consiste effectivement à préparer deux questions sur vos enseignements de spécialité que vous avez choisi de conserver au début de la terminale. Ces questions peuvent être complètement indépendantes par rapport aux deux spécialités, ou vous avez la possibilité aussi de faire ce qu'on appelle des questions croisées, c'est-à-dire qui mélangent les deux spécialités, sachant que ceux qui font le choix effectivement de présenter ce qu'on appelle des questions mixtes doivent bien faire attention à ce qu'il y ait 50% de la première spécialité et 50% de la deuxième spécialité. Il ne s'agit pas que ce soit, on va dire, un tout petit peu déséquilibré. Les questions portent sur l'enseignement du programme du cycle de terminale, c'est-à-dire à la fois sur le programme de terminale, mais vous avez la possibilité aussi de proposer des questions qui s'appuient sur le programme du niveau première. Rien ne vous en empêche. Concernant les questions, l'idée c'est pas de faire un exposé, on va dire, de connaissances, mais de proposer une question sur laquelle ça fait débat, ça pose question, où la réponse n'est pas forcément évidente. C'est-à-dire que les questions du style où on va avoir une réponse oui, non, on va être sur quelque chose qui va être un petit peu binaire, où il n'y aura pas forcément de problème, d'enjeu, alors qu'on attend véritablement des questions sur lesquelles une réponse de style oui, mais prête davantage effectivement au débat. Alors je rajouterais aussi qu'il est important de ne pas choisir une question par dépit, mais vraiment de choisir une question qui vous intéresse, parce qu'on va juger, c'est un oral, votre engagement, votre intérêt, et on va y revenir assez vite. Si vous nous faites juste une récitation, on va dire sans âme, il se trouve que c'est pas non plus ce qui est demandé, même si le contenu est bon. C'est pour ça qu'un candidat qui choisit un sujet qui vraiment le captive, l'intéresse, en plus d'y mettre son programme, ça sera vraiment apprécié. Alors, ce sont des questions que vous avez généralement préparées, débroussaillées, on va dire, tout au long de l'année avec vos enseignants de spécialité. Il se peut que vous ayez changé plusieurs fois de questions. Vous pouvez effectivement, on va dire, avoir une question de dernière minute, mais vraiment garder en tête que vous devez avoir une question qui vous motive. Vous l'avez choisi par goût, vous devrez expliquer effectivement au jury pourquoi vous avez fait le choix de ces deux questions par rapport à vos enseignants de spécialité, ce qui vous motive,
et ce que vous voulez vraiment apporter comme élément de réponse devant le jury. Donc on n'est pas sur un simple exercice de récitation, mais on est vraiment aussi sur une prestation orale où on évalue autant, je dirais, la forme que le fond. Bien entendu, le fond n'est pas à négliger, hein, il ne s'agit pas d'aller recopier quelque chose de tout fait, mais on attend du contenu, on attend des connaissances, on attend du vocabulaire, on attend des notions qui se rapportent, bien entendu, à vos enseignements de spécialité, mais on attend aussi que vous arriviez à convaincre le jury qui va vous écouter, le jury qui n'est pas là, effectivement, je dirais, pour vous piéger. Globalement, il est là pour vous accompagner, il est là pour vous écouter durant les 10 premières minutes. Hein. On fera un bon point réglementaire, effectivement, sur ces 2 fois 10 minutes maintenant sur l'épreuve, mais vraiment, pour vraiment déstresser l'ensemble des candidats, ce n'est pas une épreuve sur laquelle vous devez avoir des craintes. Concernant les 2 parties, donc vous avez une première partie de 20 minutes durant laquelle votre question sera tirée au sort. Hein, vous ne présenterez qu'une question à l'oral. Donc le jury, le matin ou en début d'après-midi, suivant l'heure à laquelle vous êtes convoqué, tirera au sort effectivement l'une des 2 questions. À ce moment-là, vous aurez 20 minutes dans une salle de préparation qu'on appelle une loge par définition, où vous allez remettre on va dire, vos idées dans l'ordre, repréparer vos éléments. Vous aurez la possibilité à ce moment-là de réaliser ce qu'on appelle un support. Alors est-ce que ce sont simplement des prises de notes avec une trame guidée, un plan détaillé que vous réussissez à reproduire ? Est-ce que ce support peut être un complément d'information dont vous aurez besoin au moment de votre prestation ? En tout cas, vous avez 20 minutes, effectivement, durant lesquelles vous avez autant de feuilles que vous voulez, vous avez les stylos, vous n'avez pas de montre connectée, vous n'avez rien, où vous repréparez effectivement la question sur laquelle vous allez passer. Dans un deuxième temps, effectivement, les 20 autres minutes, vous serez devant le jury. Pendant les 10 premières minutes, c'est vous qui aurez la parole. Le jury ne vous coupera pas. Il vous relancera effectivement si vous n'atteignez pas, on va dire, les 10 minutes, mais durant ces 10 minutes, c'est le jury qui vous écoute, c'est vous qui avez la main, c'est vous qui présentez votre question debout, sauf pour les candidats qui bénéficieraient d'un aménagement particulier et qui auraient une obligation de s'asseoir, mais la première partie se fait effectivement debout, 10 minutes. C'est à la fois court, c'est à la fois long, mais ça permet largement d'étoffer votre démonstration, d'étoffer votre argumentation, de présenter la réponse à votre question. Au bout des 10 minutes, vous entrez dans la dernière partie, je dirais, de l'épreuve, c'est-à-dire l'entretien avec le jury, un jury qui est composé d'un enseignant spécialiste. Et de 2 personnes, donc il y a, comme là on est tous les 2, il peut très bien avoir un enseignant qui est de la spécialité et l'autre membre du jury est dit naïf, c'est-à-dire que ce n'est pas sa spécialité. Du coup il aura des questions différentes, peut-être moins appuyées, moins sur le programme, mais il n'en est pas tout autant à convaincre. On insiste aussi sur la bienveillance, c'est-à-dire que le jury n'est pas là pour vous cuisiner ou pour vous faire un interrogatoire. Il est là pour demander des précisions, il est là pour comprendre votre raisonnement, votre motivation. Dites-vous qu'un échec à une question, ce n'est pas une poignée, une brassée de poings qui s'en va. La notation est bien différente, on y reviendra. Oui, durant cette phase effectivement d'entretien, ce qui est vraiment en jeu, c'est l'interaction que vous êtes capable d'avoir avec le jury. Ce n'est pas, on va dire, une sorte de question-réponse avec des questions fermées des 2 membres du jury qui vont amener des réponses très basiques de quelques secondes. On est plutôt sur des questions très ouvertes qui vous permettent tout simplement derrière de développer vos propos, d'étayer votre démonstration, de compléter des éléments que vous n'auriez pas forcément dit de manière précise dans les 10 premières minutes. Et comme le dit ma collègue, avec bienveillance, il n'y a aucune question piège, il n'y a pas de question type.
Oui, on voit déjà de premières questions s'afficher. Est-ce que le jury, ce sera des personnes qu'on va connaître ou des profs qu'on a en cours? Alors en fait, tout est fait pour que il y ait un brassage. En général, on n'interroge jamais ses élèves et les rares fois, enfin moi en 20 ans de carrière, je vois avec mon collègue, ça m'est jamais arrivé. Mais si c'était le cas, en général avec bienveillance, si c'est un petit voisin, une petite voisine, quelqu'un qu'on connaît, pour être tout à fait juste, on demande à être remplacé par un autre collègue, on échange en fait les jurys. C'est des cas rarissimes, donc en fait vous ne serez pas interrogé par vos enseignants, par contre ça sera un sur les 2 enseignants qui seront de votre spécialité. Voilà, il faut préserver ce qu'on appelle une forme d'équité, qu'il n'y ait pas de favoritisme, donc à ce moment-là, comme le disait ma collègue, on switch effectivement les personnes pour que les candidats ne se retrouvent pas ou désavantagés ou favorisés effectivement dans ce cas-là. Du coup, on va passer au petit point suivant qui est comment se préparer efficacement pour ce grand oral, puisqu'il vous reste moins d'une vingtaine de jours. Bien sûr, on suppose que tout le monde a rendu sa fiche à son professeur principal ou de spécialité, qui a dû viser les questions en amont. On sait combien c'est compliqué de vous préparer, de vous faire passer dans des classes parfois qui dépassent une trentaine d'effectifs. Ceci étant, il y a d'autres façons, si vous ne pouvez pas passer en classe entière, en demi-groupe, il y a d'autres façons de pouvoir se préparer efficacement. On va en lister quelques-unes. N'hésitez pas à rebondir dans le chat s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires. Alors, le grand oral se prépare. Il faut avoir le contenu, ça c'est la première chose. Il faut avoir la forme, il faut avoir la posture. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un oral. C'est-à-dire que plus vous allez le répéter, plus vous allez mettre les formes, plus vous allez articuler, plus vous allez être à l'aise, plus vous allez avoir envie de communiquer ce que vous savez sur ce sujet, plus ça va être bien vu, plus vous allez être naturel. On va dire que comme mon collègue interrogé depuis de très nombreuses années pour les oraux de l'EF et depuis quelques années au grand oral, on sait combien il y a une pression ce jour-là et combien certains candidats soit ne sont pas du tout à l'aise, sont même pétrifiés, on essaie de les mettre à l'aise, d'où l'intérêt de réviser dès à présent chez vous. Alors comment vous pouvez réviser? Par de petits exercices simples. Vous pouvez, si vous êtes un grand ou une grande timide, commencer par vous enregistrer sur votre téléphone. Vous pouvez ensuite vous réécouter. Essayez de baliser le temps pour voir combien de temps vous tenez. Est-ce que vous avez été très très rapide? Est-ce qu'au contraire vous avez dépassé le temps? Effectivement, il est impératif de tenir dans les 10 minutes. Après, on n'a jamais vu de jury s'emporter parce que quelqu'un a dépassé de 4 à 10 secondes. Par contre, vous serez coupé comme dans tout examen si vous dépassez, on va dire plus de 30 secondes, une minute. Quoi. Oui, voilà, je pense que le jury, de manière très bienveillante, au bout d'une vingtaine, trentaine de secondes, effectivement, vous demandera de conclure pour pouvoir se dérouler la phase de l'entretien. Donc, il faut que vous ayez dès à présent commencé à construire votre plan, à construire votre argumentaire, à vous saisir de votre question, de vos sources. Avant d'entrer en piste avec mon collègue, on échangeait sur la journée de l'innovation dans l'éducation nationale qui a eu lieu aussi à Grenoble, sur la place de l'IA, de l'intelligence artificielle. Bien sûr qu'il faut vivre avec son temps. En fait, les enseignants en ont conscience. Donc vous pouvez poser votre question à ChatGPT, à Mistral ou à une autre IA. Par certains biais, c'est plus intelligent. Donc vous pouvez aussi guider votre intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle ne va pas faire le travail de grand oral à votre place. Si vous avez des questions à ce sujet, mettez-les dans le chat, pas de souci. Les enseignants vont être vigilants à vos sources, à la manière dont vous les présentez. Est-ce que c'est des écrits, des articles que vous-même avez lus ou visés? Un travail qui serait fait uniquement à partir de l'intelligence artificielle serait vite relevé. Donc vous pouvez dès à présent commencer à rédiger, à vous enregistrer, à présenter en binôme. Un collègue fait le jury, vous le regardez parce que là on regarde la caméra,
mais il se joue quelque chose d'humain. Vous allez avoir en face de vous, comme ici, 2 personnes. Donc il va falloir regarder l'un, regarder l'autre, parler clairement, être debout. Donc moi je vous encourage dès à présent à faire de petits exercices comme ça en vous filmant ou en parlant à votre parents, frères, sœurs, copains, copines, enseignants. On va presque tous déjà voguer vers des interrogations, donc on sera moins présent, mais dès qu'on peut, on le fait aussi en classe. Voilà. Oui, je compléterai effectivement sur cette idée de l'entraînement. Je sais que dans certains établissements, la fin de l'année pour les classes de terminale est souvent dédiée à des moments d'entraînement sur ce qu'on peut appeler un grand oral blanc. Donc ça, c'est un vrai conseil pour, on va dire, déjà s'étalonner, parce que dans le cadre de ces entraînements, l'idée, même si vous passez devant vos enseignants habituels, c'est d'avoir un regard bienveillant sur la durée, sur la posture. Comme le dit ma collègue, comme le dit Magali, c'est quand même important. Et pour rebondir aussi, parce que je vois qu'il y a des questions dans le chat, mais pour rebondir sur ce qu'elle disait sur l'IA, là où l'IA peut avoir des limites, c'est à partir du moment où vous allez lui demander un travail tout fait et sur lequel, et au moment de l'entretien, le jury va se rendre compte effectivement que quelque chose a été préparé de manière très artificielle, alors que ça n'a pas forcément été réfléchi on va dire en complicité avec une aide extérieure. Alors pour rebondir sur le chat, on a quelques questions effectivement qui commencent à arriver, donc n'hésitez pas, hein, si on peut y répondre, on y répondra avec le plus de précision possible. Alors le choix entre les 2 sujets est fait avant que l'on arrive dans la pièce, ou c'est vraiment aléatoire quand on est devant eux. Le choix du sujet, il est fait ou le matin ou l'après-midi, tout dépend quand est-ce que vous êtes convoqué. Lorsque vous allez présenter votre feuille, hein, on rappelle bien avec Magali que vous devez venir effectivement le jour de l'examen avec une feuille sur laquelle vous avez noté vos 2 questions que vous préparez, qui ont été signées par vos enseignants, sur lesquelles il y a le cachet de l'établissement et que vous avez l'obligation de venir avec cette feuille le jour de l'examen. Donc c'est au moment où vous présentez la feuille au jury, soit si vous êtes convoqué le matin, soit si vous êtes convoqué l'après-midi, que le choix s'opère. Alors le choix s'opère en fonction effectivement du binôme qui a été constitué. Si le binôme est constitué de 2 enseignants spécialistes, eh bien on va dire que ça peut être un vrai équilibre et on va dire ou un pile ou face ou une loterie. C'est sûr que si le jury est composé d'un enseignant spécialiste et d'un enseignant non spécialiste, sans que vous le sachiez quoi qu'il arrive en amont, c'est la question spécialiste effectivement qui tombera. Le plus souvent. Il y a une question par rapport à l'utilisation du tableau. Alors par rapport à l'utilisation des supports, c'était également dans les conseils. Alors dans les conseils, donc c'est vous entraîner, vous enregistrer. Bien évidemment, vous allez à la maison avoir votre support, votre texte écrit, etc. Ça va vous habituer. Et puis, peut-être qu'à quelques jours du grand oral, vous mettre dans la situation, c'est-à-dire en 20 minutes, remettre votre trace écrite, votre plan, votre intro sur un support. Alors, quel support au singulier ou au pluriel? Dans les choses aussi que vous pouvez explorer, il y a pas mal de sites qui remettent, donc il y a le site du ministère de l'Éducation nationale, qui vous a fait un graphique avec les attendus du grand oral. Et sur Eduscol, vous allez avoir un récapitulatif avec qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 minutes, si j'ai préparé un support, si je n'ai pas de support. Donc vous pouvez très bien arriver, faire vos 10 minutes sans support aucun, juste debout en parlant. Vous avez le droit aussi de prendre des notes. J'ai bien dit des notes. Ça veut dire que vous avez tout à fait le droit de noircir plein de pages. Le conseil que je donne aux élèves, c'est d'écrire seulement recto. Ça évite que vous tourniez vos pages dans tous les sens, que vous ne sachiez plus. Donc essayez d'écrire que recto et de numéroter vos feuilles pour ne pas être en panique. Vous pouvez très bien aussi, moi j'ai vu ça en art et en HLP, faire un schéma, faire un très beau dessin et puis le montrer à votre jury. Leur poser. Par contre, le jury ne prendra pas le support. Si vous êtes pétrifié, que vous n'arrivez pas à prendre la parole, on va essayer de vous calmer, mais on ne sera pas en mesure de prendre quelque chose d'écrit
Et du coup, le support en fait est juste là pour vous aider. Alors, il y avait une question sur le support, c'est-à-dire la prise de notes, et il y avait également une question sur le tableau. Parce que tu peux, sur la deuxième partie, quelqu'un demandait est-ce qu'on peut utiliser le tableau lors des questions? Alors, sur la question de l'utilisation du tableau, durant la première partie, il n'y a pas d'utilisation possible du tableau, quelle que soit la question que vous présenter, que ce soit une question de sciences humaines ou de sciences dures par rapport à des spécialités très scientifiques. L'utilisation du tableau ne se fait que sur la deuxième partie, au moment de l'entretien, et l'utilisation du tableau doit se faire à votre initiative. En aucun cas, le jury n'est là pour vous demander d'utiliser le tableau, d'écrire. Vous comprenez bien qu'à ce moment-là, vous tournez le dos au jury, or vous êtes sur une prestation orale. On vous attend effectivement sur un exercice d'oralité, donc il faut vraiment que vous ayez une utilité dans l'utilisation du tableau, quel que soit le type de question, même une question en humanité, littérature, philosophie ou une question en sciences physiques. Le tableau, c'est vraiment de votre initiative et uniquement pendant la deuxième partie. Je rebondis aussi sur la question qui est posée sur faire une ouverture sur le projet professionnel. C'est vrai qu'historiquement, il y avait un troisième petit temps. Une question sur l'orientation. Il y avait des questions sur le projet d'orientation. Alors on dirait que par rapport à une ouverture, s'il y a un vrai lien entre le sujet qui a été présenté, la question, et je dirais le projet professionnel de l'année prochaine, s'il y a un vrai lien, ça peut être pertinent. Si c'est amorcer un projet professionnel de manière, on va dire, plutôt artificielle pour essayer de séduire le jury, bon, peut-être qu'on peut s'en passer, et peut-être que le jury, finalement, lui aussi rebondira à ce moment-là sur les idées d'orientation. Alors, les conseils pour ne pas stresser avant et pendant, presque tout est dans la question, c'est-à-dire que c'est avant et pendant. C'est-à-dire que j'entends parfois les élèves ou des proches dire j'y vais au talent. Non, ça c'est de la légende urbaine. On ne va pas passer un oral de AF en français ou un grand oral au talent. Ça se prépare et le fait de le préparer va enlever une grande partie du stress. Parce que à partir du moment où vous aurez choisi votre sujet, vous allez vous y intéresser, vous allez rédiger une trame. Vous allez ensuite le réviser à la maison, devant vos enseignants, devant la famille, devant les copains et les copines. Finalement, le jour J, bien sûr qu'il y aura le stress d'être dans le couloir, d'être ensuite en train de préparer ses 20 minutes. Mais ensuite, finalement, tout va être question de confort. Les enseignants ne sont pas là pour... bien sûr, pour juger, pour mettre une note. D'ailleurs, sur EduSchool, vous trouvez aussi la grille d'évaluation. Vous pouvez demander aux personnes qui font les jurys à la maison de mettre des croix. Ça vous donnerait une idée potentiellement d'une note probable en fonction du temps, en fonction de votre posture. On est droit. Quel conseil ? Respirez. Parce qu'en fait, quelqu'un de stressé, le diaphragme va être... votre voix ne va pas sortir. À partir du moment où déjà vous êtes debout, le fait de respirer va vous permettre d'ouvrir le diaphragme. C'est des choses toutes bêtes, mais ça, c'est des choses qu'on dit constamment aux élèves pour passer sur une scène de théâtre ou autre. Et c'est pareil, un oral, ça se répète. Et le fait de le préparer va vous éviter d'être en stress. Et on ne va pas au grand oral, au talent, je le répète. Alors, il y a une question sur est-ce qu'on peut passer sur un sujet s'il n'y a aucun prof spécialiste du sujet présent ? C'est absolument impossible parce que le jury est toujours composé d'un enseignant spécialiste et d'un enseignant dit naïf, qu'on appelle effectivement le non spécialiste. Donc, et vos convocations sont établies effectivement en fonction de ces compositions de jury. Donc il y aura toujours un enseignant spécialiste qui tombera dans le jury. Il y a une question par rapport à un ou une candidate qui a les spécialités SES et AMC, et sachant qu'il y a déjà effectivement un oral en AMC. Est-ce qu'il est plus probable de tomber sur le sujet de SES ? Absolument pas. Je pense qu'il faut bien distinguer l'épreuve orale d'AMC, de la spécialité LLCE option AMC, des deux questions de grand oral. Donc vous pouvez largement tomber même sur votre question préparée avec votre professeur d'anglais. Alors il y a une question aussi sur l'oral de LLCER, donc qui est la partie du programme en langue anglaise en littérature. Est-ce qu'il vaut mieux faire la conclusion en anglais plutôt que l'intro ?
Ça, en fait, ça aura été pour avoir eu cette question ce matin en salle des profs avec ma collègue qui était en train de boucler ses questions avec ses élèves. En fait, ça, vous avez à peaufiner, on va dire, avec votre enseignant. En tout cas, est-ce que vous gagnez des points en faisant une partie en anglais? Non, vous ne gagnerez pas des points, ça sera sans doute apprécié. Et puis, il faut savoir aussi, même si c'est enfoncer des portes ouvertes, que si vous passez sur la question de LLCER, forcément, un des enseignants de spécialité sera un enseignant d'anglais, donc il sera tout à fait à même de juger votre niveau de manière tout à fait compétente si vous proposez l'intro ou la conclusion en langue anglaise. Et je compléterai aussi sur ces questions de LLCER que dans les textes, il n'y a pas l'obligation de faire forcément une partie de la question. C'est une possibilité effectivement qui est laissée au candidat. Donc voilà, il ne faut pas non plus se stresser. Comme le dit ma collègue, ça sera apprécié, mais on ne joue pas forcément sur de la valorisation parce que les candidats qui auront fait le choix effectivement de ne pas forcément faire de partie en anglais ne seront pas, eux, pénalisés. De tous les cas, le jury n'est pas là pour vous piéger, pour vous cuisiner, même si ça reste impressionnant puisque c'est votre deuxième oral après l'oral de l'EAF en français. C'est un gros coefficient, mais je pense que c'est une matière qui gagne à être connue. Nous, on est contents que cet oral existe et que ça vous permet de valoriser le fait de parler et que, en fait, c'est très bien de vous former, de vous obliger, même si c'est redouté par certains candidats, à prendre la parole en public. En fait, c'est un point sur lequel, par exemple, la France est plutôt parfois à la traîne par rapport à certaines universités américaines, notamment, qui ont vraiment une culture de l'oral et du show, alors que nous, on est vraiment sur l'écrit, les formes, la dissertation. Juste pour compléter aussi sur l'importance des coefficients, donc on l'a dit en tout début du live, c'est coefficient 10 pour le bac général, c'est coefficient 14 pour le bac technologique. Petite précision pour les élèves de filière technologique, les deux questions qui sont proposées sont adossées aussi au projet des deux enseignements de spécialité, de l'étude approfondie comme on dit. Donc ça permet aussi de valoriser tout ce qui a été fait durant l'année dans les enseignements de spécialité en filière technologique. Eh bien écoutez, il y a une dernière question. Il y a une dernière question par rapport à la citation des sources. Moi je dirais que non, parce que ça peut être largement une question qui est posée par les membres du jury. Après, si vous estimez que citer ces sources ou en introduction ou en conclusion peut avoir une plus-value dans la réponse à la question, dans ces cas-là, il faut les citer. Mais il faut s'attendre surtout à ce que le jury puisse vous interroger effectivement sur vos sources, comment vous avez construit effectivement votre réflexion. On insiste bien sur cette dimension réflexive, argumentative du grand oral et pas uniquement sur de la récitation. Ça vous servira pour ceux qui vont continuer des études dans l'enseignement supérieur. La pratique de l'oral, elle est aussi très développée, elle se développe de plus en plus, donc, et n'oubliez pas non plus que pour certains, enfin même pour tous, vous avez déjà pratiqué l'oral, fut un temps passé pour certains, on va dire, à l'oral de DNB du brevet des collèges. Alors je crois qu'on arrive à la fin effectivement de ce live. On vous remercie. On vous remercie de nous avoir écoutés. On espère avoir répondu du mieux possible à vos questions. Ça sera disponible le replay pour ceux qui veulent le revoir ou pour ceux qui veulent revoir les questions ou d'ici quelques jours. Et on vous rappelle effectivement qu'il y a des ressources sur le site de l'Académie. Sur le site de l'Académie de Grenoble, il y a un onglet effectivement vraiment dédié au grand oral et à l'oral en général, sur lesquels vous avez plein de tutos, plein de conseils effectivement. Oui, il y a la page de lettres de l'Académie de Grenoble. N'hésitez pas effectivement. Et puis sur ces derniers jours, n'hésitez pas effectivement aussi à prendre conseil auprès de vos enseignants avant de filer vers les dernières épreuves du bac. En tout cas, on vous remercie de votre attention, bon courage on vous remercie à de vos tous les questions candidats. Et on vous souhaite bonne chance. Merci Au revoir.